Bonjour, c'est la 164e revue de la semaine. Normalement, on fait la pause après, mais c'est pas sûr, il y a toujours quelque chose qui fait que ça redémarre. Alors, faisons comme si, et en avant, c'est le générique. Alors, je vais vous parler de la COP15 sur la biodiversité. Vous ne savez pas que ça existe peut-être, vous en avez entendu parler, mais il y a une réunion internationale sous l'égide de l'ONU, elle a lieu à Montréal, et elle est sous la présidence des Chinois, et elle va traiter de la manière de protéger la biodiversité planétaire. La biodiversité, c'est tout ce qui est vivant, animaux, plantes, voilà, qui est mis en cause. Alors, pourquoi c'est mis en cause? Ben oui, nous sommes là, en ce moment, dans la 6e extinction de masse de la biodiversité. Si on dit 6e, ça veut dire qu'il y en a eu 5 avant. Les 5, elles ont eu lieu dans le temps très profond, et souvent avant même qu'il y ait des êtres humains, et ça a débouché sur l'extinction de, des fois, la quasi-totalité des animaux vivants à ces périodes. Il y a eu un grand événement climatique, ou bien un météorite qui tombait sur la planète et perturbait absolument toutes les fonctions vitales et climatiques de la planète. Bref, il y en a eu 5 avant. Mais depuis qu'on observe, on n'en avait jamais vu une nouvelle vague d'extinction de la biodiversité comme celle dans laquelle nous vivons. Pour ma part, je l'ai découvert en lisant il y a quelques années le livre de Elisabeth Kolbert qui s'appelle « La 6e extinction de masse ». Alors, la biodiversité. Nous sommes là-dedans, il y a une réaction internationale, la preuve, ça fait 15 fois qu'on se réunit pour prendre des mesures, et à nouveau, nous voici réunis pour ça. Je ne vais pas commencer par dire ça servira à rien, il ne va rien se passer, quoique, bon, je ne vais pas vous cacher que je ne suis pas très optimiste, notamment après avoir vu la dernière COP sur le climat, où il y a eu beaucoup de bruit, et puis pour finir, les décisions à la fin, c'est quasiment rien. Donc on a le sentiment que l'humanité s'avance vers les conditions les plus catastrophiques de destruction de l'écosystème dans lequel elle peut vivre, sans que vraiment ça provoque des réactions au niveau auquel elle devrait se trouver aujourd'hui pour faire face aux événements. Mon message il sera concentré sur une question. Cela n'est pas lié à la bonne ou mauvaise volonté des êtres humains. C'est pas une question de caractère, de gentillesse ou pas des humains. Bien sûr, il y a des gens détestables qui se fichent absolument de la beauté de la nature, pour qui le vivant, ça les laisse absolument indifférents. Et puis il y a des gens qui sont contraints de se comporter, ou ils le pensent, d'une manière irresponsable. Moi je pense qu'on n'est jamais contraint de se comporter d'une manière irresponsable, mais il y a des gens qui disent, vous comprenez, nous on est trop pauvres, donc on prend seulement ce qu'on peut prendre. Et si c'est des espèces qu'on peut les vendre parce qu'il y en a plus beaucoup, on le fait parce que c'est une question de survie. Je pense que naturellement, ils peuvent agir, ils peuvent se comporter autrement. Et je sais que cette réalité-là, elle existe. Mais c'est pas elle qui détermine l'extinction des espèces. Ce qui détermine l'extinction des espèces, c'est un système économique qui a déjà produit un changement climatique tel qu'un certain nombre d'espèces disparaissent à cause de ce changement climatique. C'est toutes les espèces qui ne peuvent pas s'en aller d'un milieu naturel. On appelle ça un biotope. Nous, les êtres humains, les rats, les cafards, on arrive à se développer partout. Mais il y a des tas d'espèces, non, c'est juste à un endroit, dans certaines conditions de plantes, d'air, de proximité de la mer, que sais-je, qu'ils peuvent vivre. Et si, pour une raison ou pour une autre, et notamment une raison climatique, c'est rendu impossible, ils disparaissent. Point. Et c'est vrai comme ça pour un certain nombre d'entre elles. Alors, qui est-ce qui a créé ces conditions? Je pense qu'il est temps aussi que on arrête les discours creux sur le sujet, ou vagues, où il faudrait faire preuve de bonne volonté. Non, c'est un système économique bien précis qui fait ça. Et c'est le système capitaliste. Pourquoi? Parce que c'est pas un complot de sa part. C'est qu'il sait rien faire d'autre que tout transformer en profit, et pour que ça fonctionne, pour que ça tourne, il faut qu'il en fasse. Donc tout doit être marchandisé pour lui, et en particulier la nature, et en particulier le vivant lui-même. Il y a des gens qui parlent à propos de certaines espèces qu'on élève pour les manger ou pour autre chose, ils parlent de minerais. Alors par exemple, à un moment donné, quand il y avait eu le scandale sur les raviolis à la viande de cheval, alors le scandale c'était qu'il n'était pas indiqué que c'était de la viande de cheval, mais certains producteurs appelaient ça le minerai. Et ça continue d'ailleurs à être appelé minerai dans un certain nombre de cas. Bien, c'est un système qui provoque ça. Et comment? Et vous voyez son caractère global. Il couvre toute la planète. Pourquoi? Parce qu'il installe les unités de production partout où ça lui coûte le moins cher, c'est-à-dire notamment le moins cher socialement, mais aussi là où ça lui coûte le moins cher du point de vue de la destruction de l'environnement qu'il ne doit pas reconstituer. Dans les pays européens, il y a un certain nombre de réglementations, et comment les grandes firmes font face à la réglementation, mais souvent dans les pays où il n'y a pas de réglementation. Et souvent, ce sont des pays qui sont hors d'état de se défendre. Et donc, non seulement les firmes transnationales prennent tout ce qu'elles peuvent aux conditions qui les intéressent, elles, c'est-à-dire
petit prix et personne ne se mêle de mettre des amendes ou d'avoir des exigences et des normes de protection de l'environnement. Voilà comment les deux questions sont liées. C'est toujours la même chose. Il s'agit de produire dans des conditions qui coûtent le moins cher à la production pour pouvoir le vendre le moins cher et en accumuler comme ça sans arrêt, faire circuler de plus en plus vite l'argent et la marchandise pour que le capital s'accumule. Ce que je suis en train de vous décrire, c'est le fonctionnement d'un système économique. Ça se passe comme ça, et puis ça se passe aussi comme un énorme transfert des dégâts écologiques sur les pays qui ne sont pas protégés. Et ça, c'est, il faut que vous en rendiez compte, des milliers de milliards de tonnes de matières premières. Et dans les matières premières, il compte aussi bien le vivant que le minéral et le reste. Et évidemment, ça s'abat sur certains pays, donc on peut dire, et ça les pousse à toujours plus le faire, on peut donc parler d'un échange écologique inégal qui se fait comme un rapport de domination des uns sur les autres. Par conséquent, je pense qu'on ne peut pas dissocier dans la bataille que nous engageons la compréhension du mécanisme qui est à l'œuvre et aussi de ce qui se passe dans la tête des gens. Parce que, par exemple, considérer que le vivant, c'est comme le reste, c'est comme des pierres, c'est comme un objet fabriqué, une boîte de sucre, ce que vous voulez. C'est-à-dire que tout peut être séparé, isolé, compté, trié et se met à circuler comme une marchandise. Quand je suis allé au dépôt Géodis l'autre jour, les travailleurs m'ont parlé des colis qui chargeaient. Il me dit, tu sais, dedans, il y a des fois des colis, c'est des animaux vivants qui sont là et nous, on n'est pas en état de les traiter comme on devrait les traiter, c'est-à-dire au moins pour protéger leur vie. Donc dans certains cas, ils sont écrabouillés, dans d'autres cas, ils sont extrêmement maltraités, mais pas de la faute des travailleurs, des conditions dans lesquelles se déroule leur transfert. Par exemple, le transfert des animaux vivants dans l'Union européenne, la limite maximum de transfert, c'est 29 heures. Vous imaginez ce que c'est 29 heures. Imaginez que vous faites, vous, un trajet de 29 heures sans descendre du véhicule. Eh bien, imaginez-vous que c'est ce qui a été décidé pour les animaux. Inutile de vous dire que quand on est à la 30e heure, à la 31e, à la 32e ou à la 33e, peut-être que, vu qu'on en a déjà fait 29 dans ces conditions, 3 de plus c'est rien, essayez-vous 3 heures de plus sans arrêter la voiture. Donc vous voyez les conditions dans lesquelles on traite le vivant, ça crée une habitude, ça crée une manière d'être, ça crée un regard, et au fond ça banalise l'idée que tout est marchandise, tout peut devenir une marchandise. Tout peut être échangé et vendu. Et ça fait partie des dégâts du capitalisme. C'est un dégât moral, c'est un dégât culturel, c'est une blessure, parce que vous n'en voyez pas l'effet tout de suite, mais qui contamine d'un venin qui pourrit les esprits et qui se répand dans toute la société. L'autre jour, j'étais à une manifestation à propos du broyage des poussins vivants avec L214. Qu'est-ce qui se passe? Cette association nous faisait venir, pourquoi? Parce qu'il y a une loi qui a été votée qui dit c'est interdit de broyer les poussins vivants. Vous vous rendez compte que les poussins vivants, c'est 50 millions de poussins qui sont broyés chaque année. Donc on se disait, la loi a été votée, moi j'étais intervenu à la tribune de l'Assemblée sur le sujet, et on m'avait dit, vous exagérez tout le temps, de toute façon maintenant, on arrête en 2023. Moi j'avais dit, il faut arrêter tout de suite. Maintenant que les décrets sont en préparation, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on arrête le broyage des poussins vivants, sauf exception. Et quelle peut être l'exception? C'est quand broyer en poussin vivant, ça sert à fabriquer de la nourriture pour d'autres animaux. Vous vous rappelez des vaches qu'on nourrissait avec les farines animales, peut-être que vous en avez entendu parler, ça a fini par déclencher une épidémie terrible, on appelait ça la vache folle. C'était pas la vache qui était folle, c'est les êtres humains qui avaient organisé un truc pareil, de transformer un herbivore en carnivore. Donc cette idée que le vivant est à notre disposition, du moment qu'il n'est pas humain, des fois aussi quand il est humain, c'est une idée qui vient d'un modèle économique, qui vient d'une façon de regarder la nature et les êtres humains. Je voulais vous le dire parce que sinon, c'est une arnaque de trimballer l'opinion d'une COP à une autre en faisant croire qu'on va finir par tout arranger sans jamais mettre en cause l'essentiel de ce qui est en cause. Maintenant, je parle du sujet de la présence de l'extrême droite, de cette extrême droite qu'on voit intervenir violemment ici et là dans tout le pays de manière de plus en plus évidente et décomplexée. Alors, je sais bien que tout ça ne surgit pas du vide, ça fait un moment que ça mûrit, ça fait un moment que c'est encouragé, ça fait un moment que la banalisation du discours politique de l'extrême droite a permis que, ils aillent toujours plus loin et que certains secteurs de cette extrême droite se radicalisent. Il faut tenir compte aussi du prix que coûte le fait de désigner sans arrêt les mêmes comme cible à la vindicte populaire. Je pense à tous ces médias qui, sans arrêt, montrent du doigt la France insoumise. Le résultat, c'est évidemment que nous sommes maintenant parmi les premiers visés. J'ai vu qu'il y avait un journal qui avait présenté, d'ailleurs d'une manière extrêmement tendancieuse à son habitude, en disant c'est depuis qu'il y a la France insoumise, alors ça a réexcité l'extrême droite, sinon vous viviez plus tranquille avant, bien sûr. Donc je réagis comme ça parce que ça m'a
Ça m'a assez dégoûté de voir une chose pareille. C'est que même ça, on va nous reprocher d'être victimes de l'extrême droite. Nous n'avons pas un tempérament de gens qui se victimisent. Hein. Nous sommes plutôt des gens qui avons l'habitude de faire face aux difficultés. Là, nous en avons une qui est majeure. En effet, nous sommes maintenant sans arrêt attaqués. Et il y a eu des franchissements de seuil. À Lyon, nos camarades ont été sévèrement frappés. Il y a eu passage à l'hôpital, une de nos camarades a été bien bousculée. Alors bon, c'est vrai que à 69 ans, on est peut-être un peu plus facile à jeter par terre et à tabasser qu'à 20, et c'est pourtant ce qui s'est passé. Mais il y a eu, parmi tous les événements, je ne vais pas en faire toute la liste, il y a eu un franchissement de seuil qui s'est déroulé à Bordeaux, puisque là, on avait une réunion dans une fac, si mes informations sont bonnes, tranquille, hein, avec 2 députés. Alors c'est M. Carlos Martins Bilongo, que vous connaissez, puisqu'un député le dit retourne en Afrique, et puis c'était Louis Boyard, dont vous vous souvenez qu'il a été assez grossièrement insulté par Hanouna. Alors à partir de là, si vous voulez, quand 2 personnes sont traitées de cette manière, nonobstant leur statut de député, donc minimum de respect qu'on leur doit, de représentants du peuple, hein, ces gens-là, ils n'arrêtent pas de nous dire qu'il faut respecter ceci, cela, les uniformes, je ne sais pas quoi encore, hein, mais quand c'est des députés, alors là c'est terminé, on ne respecte plus rien. Et en effet, ce sont des barbares et des sauvages. On les a vus venir cette fois-ci, et voilà qui est nouveau, c'est qu'ils sont venus avec des armes, des bâtons, des choses comme ça, barres de fer, armes blanches, d'après ce que j'ai lu dans la presse. Évidemment, heureusement qu'il y avait un service d'ordre à la porte qui a fait preuve d'un sang-froid magnifique. Il y a eu des coups de donnés, des coups de reçus, et nos amis ont reçu des coups. Mais le plus étrange, c'était qu'il y avait là des policiers qui sont venus assez rapidement, une petite demi-heure après qu'on les ait appelés. Et bon, heureusement, grâce à l'intervention du préfet, il y a eu l'intervention de la police ici. L'intervention de la police a consisté par le fait qu'ils s'avancent et les autres sont partis. Bon, il n'y a eu aucun relevé d'identité. Par conséquent, le message est très sérieux, hein, que nous venons de recevoir. Et c'est la raison pour laquelle, pour ma part, je plaide pour que nous soyons capables d'organiser nous-mêmes la propre tranquillité de nos réunions et la maîtrise avec sang-froid de ce qui se passe autour de ces réunions. Il ne s'agit pas non plus d'aller se mettre à je ne sais quelle série de batailles rangées avec les groupuscules, mais quand même de prendre quelques précautions. Il faut les prendre. Et les Insoumis sont en train de prendre des mesures de contact avec des groupements et associations antifascistes pour qu'ensemble, on puisse mettre au point nos façons de répondre. Mais principalement, je vais vous dire, c'est préoccupant une situation comme ça, parce que quand des braves gens sont obligés de se dire bon, on va s'en occuper nous-mêmes, c'est que quelque chose ne va plus. Et moi, je n'aime pas que le domaine de la sécurité, de la tranquillité publique, soit mis en cause sans qu'il y ait une réaction extrêmement ferme. Or, les réactions extrêmement fermes, c'est en général pour montrer du doigt telle religion, tel groupe ethnique, tel parti politique de gauche. C'est jamais pour tenir compte des vrais fauteurs d'histoire. Et quels sont ces fauteurs? D'une part, c'est les terroristes qu'il faut pourchasser, poursuivre partout où on le peut. Et deuxièmement, ce sont les bandes d'extrême droite, parce qu'aujourd'hui, ce sont les menaces qui pèsent sur l'ordre public. Et le service du renseignement intérieur, lui, met au top niveau le risque qui résulte de l'extrême droite et des réactions en chaîne qu'elle va chercher à provoquer. Je demande aussi qu'on fasse un peu plus attention dans la manière avec laquelle on en parle et qu'on n'ait pas toujours pour souci de dire du mal des Insoumis, que peut-être des fois aussi on se soucie d'autre chose que de régler ces pauvres petits comptes personnels. Qu'on regarde que la France est aujourd'hui l'objet d'un défi pour sa démocratie, pour sa manière de vivre par des gens qui pourtant ne cessent d'avoir comme mot à la bouche la tradition et le reste. Ne croyez pas que ce soit juste seulement les visages que vous voyez, ceux-là, ce sont les jeunes imbéciles, ça compte pas vraiment, sauf s'ils font n'importe quoi. Mais regardez, nous avons déjà eu en France une menace de complot qui a donné lieu à l'arrestation de toute une série de membres d'une organisation, ils étaient 300 là-dedans, ça s'appelait Conseil national de transition de France. Et ils avaient projeté d'assassiner le président de la République, M. Emmanuel Macron. Rappelez-vous aussi que vous avez eu une tribune qui est parue dans le journal Valeurs Actuelles, qui était une tribune dans laquelle il y avait que des anciens militaires qui appelaient avec se drapant dans la dignité. Il y avait cette phrase dans leur texte: si rien n'est entrepris, le laxisme continuera à se répandre inexorablement dans la société, provoquant au final une explosion et l'intervention de nos camarades d'active dans une mission périlleuse de protection de nos valeurs civilisationnelles et de sauvegarde de nos compatriotes sur le territoire national, blablabla.
En bon français, c'est quand même une menace. Hein. Et surtout, ça s'adressait aux militaires d'actifs qui, heureusement, ne s'occupent pas de ce genre de déclaration. Il y avait eu d'ailleurs des sanctions à l'époque et des prises de position très fermes de l'état-major des armées pour dire ça c'est pas acceptable. Donc de ce point de vue, c'est pas là que se trouve la crainte. Hein. C'est plutôt de voir se laisser aller, c'est plutôt de voir que des gens peuvent venir en face d'une réunion avec des armes et qu'il n'y ait aucun contrôle de police dessus sur les gens qui s'en vont. Et qu'à la fin, heureusement qu'une association antifasciste a identifié chacun des participants à cette attaque de manière à ce qu'on puisse savoir au moins qui c'est, comment il s'appelle, et qu'éventuellement quelqu'un fasse quelque chose. Je veux dire que les pouvoirs publics se préoccupent de faire quelque chose, en tout cas, je le souhaite de toutes mes forces. Mais ce que je vous raconte là, c'est aussi ce qui s'est passé en Allemagne. On avait dit, oh bah leur truc, là, l'extrême droite allemande, bon, de toute façon, d'accord, ils ont de l'influence, mais c'est résiduel. D'accord, mais ils ont quand même essayé de faire une tentative de coup d'État. Et il y a eu des arrestations en très grand nombre, et la démocratie allemande a été capable de se défendre avec fermeté et sans état d'âme, en quelque sorte, devant la menace qui se dessinait. Donc moi, je pense que nous devons prendre très au sérieux cette menace-là, parce qu'elle est réelle. C'est pas le cinéma que se font certains sur les insoumis, et les insoumis n'ont jamais frappé personne, ni fait des scènes de cette nature. Ce n'est pas notre manière. Mais là, nous sommes dans une situation où, si vous laissez faire, si vous laissez toutes les réunions insoumises être pourries par des interventions d'extrême droite, soit des tacs sur tous les murs, intimider les gens qui nous louent leurs locaux pour qu'on fasse notre présence, ou alors ça porte aussi maintenant sur des pièces de théâtre, sur des choses de cette nature, eh ben on sera plus dans un autre contexte que celui qui était celui des années 30, où précisément les groupes fascistes passaient leur temps à ça, à intimider, faire peur, essayer d'empêcher l'auto-organisation. Et c'est ce que nous allons faire, faute de mieux, je le dis encore une fois, hélas. Autre sujet, c'est le scandale qui a éclaté au Parlement européen avec la découverte du fait que des élus du Parlement européen avaient été corrompus par le Qatar pour voter d'une manière favorable à ce pays à propos des droits de l'homme et des conditions dans lesquelles se déroule la Coupe du Monde de foot. D'abord, faisons bien attention. Ce n'est pas parce qu'il y a des corrompus que le Parlement est corrompu. Ça, c'est la facilité de langage, même pour des gens qui sont dans un rapport extrêmement critique à l'Europe, telle qu'elle est aujourd'hui. Moi, je ne serais pas d'accord pour qu'on fasse ce genre de généralisation. Deuxièmement, c'est vrai que les personnes corrompues ont convaincu leur groupe de voter au profit des corrupteurs. Mais ça ne veut pas dire que tous les membres de leur groupe, c'est-à-dire en l'occurrence le groupe de droite et le groupe socialiste, et en particulier c'est vrai pour les socialistes français qui sont à mettre en dehors de ce jeu-là, ce n'est pas vrai que ces groupes en entier agissaient parce que le Qatar avait payé. Hein. C'est donc bien sous une influence assez malicieuse, bien organisée, qu'ils votaient. Mais ça débouche quand même sur des résultats tout à fait incroyables. Il se trouve que les insoumis, dans cette histoire, ont eu un rôle tout à fait exemplaire. La présidente du groupe de la gauche au Parlement européen, qui est Manon Aubry, une insoumise, qui a été notre tête de liste, si vous voulez vous en souvenir, aux précédentes élections européennes, a, elle, eu, le nez creux. Elle s'est aperçue qu'il y a quelque chose qui tournait pas rond. Pourquoi ? Parce qu'elle participait à un groupe de travail où il s'agissait d'écrire un texte pour mettre en cause la manière dont les droits de l'homme sont traités au Qatar, et en particulier ce qui se passait avec les travailleurs qui sont morts sur les chantiers dans des conditions que chacun a à l'esprit maintenant, c'est-à-dire traités quasiment comme des esclaves. Et donc il y avait un texte qui se préparait, elle était très surprise en disant mais qu'est-ce qui se passe ? Il y avait des votes qui avaient lieu sans cesse où les membres du Parti socialiste européen, je précise bien, pas les Français, et puis la droite votaient et enlevaient des bouts de phrases à chaque fois qu'il était question du Qatar, et en rajouter sur tous les sujets que les membres de ce groupe de travail voulaient. C'était pour parler de l'Afghanistan, n'importe quoi. Ils étaient d'accord pour le mettre, alors que ça n'avait pas de rapport avec la Coupe du Monde de foot. Et Manon Aubry dit, ça tourne pas rond. Il y a un truc qui n'est pas clair dans ce comportement, elle prend des notes, ce qu'elle ne fait jamais dans ce genre de réunion. On évite, parce que c'est ce qui libère la parole, vous savez. Les réunions, on va tout raconter à la presse, c'est plus des réunions, quoi. On peut plus travailler, parce que personne ne peut donner son avis. Bon. Donc en général, elle respecte le cadre, et puis, mais là, elle s'est dit, c'est trop bizarre, je note. Elle a noté, elle a relu après ses notes, et elle s'est rendue compte qu'en effet, son impression était renforcée par les choses qu'elle avait notées. Et peu de temps après, elle dit, puisque c'est comme ça, voyons ce que donne le texte. Alors le texte, au moment où il arrive au vote, a disparu tout ce qui concernait vraiment la mise en cause du Qatar, et on retrouvait les phrases qui arrangeaient
le gouvernement du Qatar, où on disait qu'il faisait des grands progrès, que ceci, que cela, etc. Bon, alors elle se dit, ça c'est pas possible, et elle pose la question publiquement, elle dit, est-ce que le Qatar a un pouvoir d'influence sur le Parlement européen et sur les groupes qui constituent une majorité? Et elle a posé la bonne question, et pour le vérifier, parce que c'est pas quelqu'un qui, comme ça, fait des sous-entendus, bon, pour le vérifier, elle a déposé une quarantaine d'amendements sur la question des droits de l'homme, sur la question du traitement des travailleurs, sur etc. Et à chaque fois, ces amendements ont été battus au vote par un vote conjoint du groupe socialiste et de la droite. Et donc elle s'est dit, c'est clair, il y a là un travail d'influence qui est fait, de lobbyistes, et ce travail débouche sur ce résultat, c'est qu'il est impossible de faire voter un texte honnête sur le Qatar. Même si on n'est pas déchaîné, on peut quand même, dans un texte, dire qu'on met en cause les méthodes qui ont été utilisées par le Qatar. Ça, c'est le deuxième point que je voulais mentionner, c'est la participation du petit groupe des Insoumis, parce qu'ils sont 6, mais du grand groupe de la gauche unie que dirige Manon Aubry, ont eu un beau rôle dans cette histoire, et je ne peux pas faire moins que de dire que c'est quand même curieux de voir ces gens qui ne cessent de nous faire des reproches, qui nous disent que nous sommes poutiniens, que nous sommes ceci, que nous sommes cela. Eux, pendant ce temps-là, très tranquillement, ils prennent de l'argent pour voter des positions au Parlement européen. Ça, oui, c'est un problème. Et comment se fait-il qu'ils puissent avoir une influence telle dans leur groupe que les décisions du groupe socialiste et du groupe de droite aient été de voter contre nous? Eh bien, on peut vous dire pourquoi. C'est parce qu'à force de répéter que n'importe quoi qui est proposé par les Insoumis, c'est terrible, c'est horrible, et c'est pire que tout, et que l'extrême droite, eh bien, ça fait que ces gens votent comme des Robocop. Dès qu'il est question d'un amendement insoumis, on vote contre. Dès qu'il s'agit d'un amendement de gauche, on vote contre. Voilà ce qui a été le réflexe pernicieux qui a été à l'œuvre dans ces votes incroyables, parce que personnellement, je ne crois pas que les groupes, et je tiens à le dire, je ne crois pas que ces groupes soient des groupes corrompus. Il y a des corrompus dans leur groupe, et ils sont assez malins pour faire voter les autres, mais les autres devraient se poser des questions de savoir comment ils se retrouvent à voter des bêtises pareilles, des choses aussi inacceptables, et maintenant ils ont découvert que c'est parce qu'il y a de l'argent qu'arrivait dans les poches de quelques-uns d'entre eux. Ça doit être dit si on veut pouvoir dire maintenant au Parlement européen, une fois qu'on a dit on ne confond pas le Parlement avec quelques corrompus, leur dire écoutez, maintenant il faut mettre de l'ordre, vous ne pouvez pas accepter une situation pareille. Vous ne pouvez pas accepter une situation où il y a 26 500 lobbyistes présents de façon régulière, professionnelle, à Bruxelles, et que 70% d'entre eux soient là pour défendre les secteurs privés. Et que, pour donner un exemple, la Fédération européenne de l'industrie chimique est, à elle toute seule, plus de lobbyistes que toutes les organisations de défense de l'environnement n'ont de permanent. Cette situation ne peut que conduire à la fin à ce que les lobbies ont un poids qui est disproportionné. Personnellement, j'ai été député européen pendant 2 mandats, pas tout à fait 2, et bon, je n'ai jamais vu un seul lobbyiste, mais je sais que la proportion, je la connais. Alors évidemment, ils vont voir les gens auprès de qui ils pensent qu'ils vont avoir de l'influence, et pas les autres, c'est-à-dire les gens comme moi, et comme les élus que je connais, avec qui c'est pas la peine de venir discuter, parce qu'ils ne sont pas d'accord pour se laisser influencer comme ça. Les signaux sont trop nombreux. Regardez par exemple, quand Uber s'est installé en Europe, ils ont aussitôt multiplié par 16 le nombre de leurs lobbyistes pour venir intervenir. Donc ça veut dire que dans la terre entière, on se dit, bon, les Européens, on sait comment faire. On vient, on amène nos gens, ils font la tournée des popotes. Alors bon, d'abord, je veux féliciter publiquement le groupe de la Gauche Unie, Manon Aubry. Vous voyez apparaître en même temps que je parle des coordinations, des liens qui vous permettent d'aller et de vous renseigner au plus près du travail qui a été fait et des dénonciations qui ont été opérées par les députés européens insoumis et de la Gauche Unie. Alors maintenant, il va falloir que je vous dise au revoir. Normalement, on ne se revoit pas avant l'année 2023, sauf s'il se produit des événements en cours de route qui m'obligent à revenir devant la caméra. Il se passe toujours des choses imprévues, je le sais. Maintenant, mettons ça de côté. Le reste, c'est quand même encore des bonnes nouvelles. Et en particulier, la fondation dans laquelle je vais m'impliquer maintenant pleinement avec ma co-présidente, si les choses se passent comme prévu, pour elle et pour moi, la fondation La Boétie, qui est en quelque sorte l'endroit où vont avoir lieu les débats sur les grands sujets. Alors, c'est organisé par compartiment académique, ça servira, ça va produire soi-même des idées. Il y a un site de la Fondation La Boétie, vous pouvez le consulter, il y a déjà des notes en ligne. C'est des notes, c'est des notes savantes, hein, je ne vais pas non plus vous faire croire que... Bon, alors tout le monde fait un effort, mais ce sont des professeurs, des gens qui
qui ont des hauts niveaux universitaires, des chercheurs qui nous aident, qui s'expriment, qui analysent et qui donnent des éléments. Et évidemment, on pourra les consulter sur toutes les grandes questions où on veut avoir une réflexion sérieuse. Alors bon, quand on pense les philosophes, quand on pense les géographes, quand on pense les historiens, quand on pense les économistes, sur une question, et avouez que c'est une démarche intellectuelle et politique plus honnête, plus documentée, qu'un camarade qui se met à écrire en texte, il met sa signature et compte que d'autres viennent signer avec lui juste parce qu'ils ont vu son nom. Attention, hein, c'est pas les rencontres que nous organisons, c'est pas la pensée officielle de la France insoumise, il y en a pas. Il y a des discussions et les gens qui viennent, quand ils viennent, c'est pas parce qu'ils sont d'accord avec nous. Souvent, c'est justement parce qu'ils sont pas d'accord avec nous qu'il y a une discussion, mais notre point de vue est représenté. Par exemple, la prochaine fois, je vois en direct table ronde sur l'inflation. Ça sera mené par Aurélie Trouvé, qui est une des nôtres. Et puis il y a Michel-Édouard Leclerc. Ça m'étonnerait que Michel-Édouard Leclerc adopte les thèses des Insoumis, mais ça nous importe qu'on entende ce qu'il a à dire et bien qu'on comprenne son raisonnement, qu'on puisse lui présenter le nôtre pour qu'on voit ce qu'il y répond. C'est sans animosité, sans rapport de force. Ensuite, il y a les économistes qu'on connaît, Éric Bert, Cédric Durand, qui sont tous les deux des personnages qui organisent en général la pensée économique de notre mouvement et des thèses que nous avançons. Et puis nous avons quelqu'un comme Madame Agnès Benassi-Kéré. C'est une économiste reconnue internationalement. Elle n'est pas de notre avis. En fait, je n'en sais rien. Je verrai bien en l'écoutant. Mais je m'en doute, puisqu'il y a des thèses multiples qui existent. On la connaît, elle est reconnue internationalement. Mais ce qui est intéressant, encore une fois, c'est que dans cette discussion, tous les arguments puissent être entendus. Mais il y a d'autres tables rondes qui vont avoir lieu dans un futur proche. Sur celle-là, là, ce jour-là, où on va parler de l'inflation, qui est un sujet un peu compliqué, parce qu'on est loin d'être tous d'accord sur les causes et sur les manières d'y remédier. Et donc ça sera, je pense, intéressant pour vous de suivre ça. On l'a fait dans un format qui n'est pas celui d'un meeting, hein. C'est une petite salle, il y a 90 personnes seulement qui peuvent rentrer là, et puis il y aura une diffusion. Alors si ça vous intéresse, vous pourrez suivre, et vous êtes bien sûr les bienvenus sur la chaîne YouTube qui diffuse. Bon, pour beaucoup d'entre nous, d'ores et déjà, j'ai vu qu'il y avait des réunions au siège sur le sujet, il y a la préparation du soutien que nous allons apporter, qui doit être total au groupe qui comporte, je crois, à peu près toutes les organisations de jeunesse du pays qui militent, qui ont décidé de lancer une marche sur le thème des retraites. Ce qui est une manière aussi de montrer que c'est intergénérationnel, cette question, et qu'il vaut mieux s'en soucier tôt que tard. Cette marche, elle aura lieu le 21 janvier. Elle est appelée par l'ensemble des organisations de jeunesse du pays, et puis des organisations comme les Insoumis et d'autres, hein, vous verrez à mesure la liste s'allonger, peut-être aussi des fédérations syndicales. Bref, ça sera l'événement social et politique de la rentrée. Je vous demande à tous, amis, de vous préparer à accompagner les jeunes, ne pas les laisser tout seuls dans cette histoire, et nous serons là, au fond, on défendra tous la même chose, et c'est ça qui compte. Mais vraiment, je demande que chacun fasse l'effort de donner une impulsion à l'année 2023 qui soit une impulsion sociale où les gens montrent qu'ils ne vont pas se laisser tondre. Maintenant, c'est le Noël qui vient. C'est pas un Noël facile cette année, hein, pour plein de raisons. Il fait froid, beaucoup de gens ont faim. Bref, je ne veux pas en rajouter, mais il nous reste toujours la possibilité d'entretenir et d'étendre la part de feu qu'on a dans le cœur, d'amour qui s'y trouve. Et puis à partir du 21 décembre, le jour, chaque jour, est un peu plus long que la nuit.